je me cache derrière la parole. Vous savez tous que je viens de l'univers de la parole. J'ai certes appris à écrire, mais pour nous, la parole, c'est vraiment la parole. C'est plus que l'écriture, c'est le souffle. C'est la vie qui nous habite. Et quand nous parlons, nous habitons la parole. Vous comprenez donc, je viens d'un pays où les personnes habitent leurs paroles comme les paroles les habitent. Écrire, c'est bien, mais parler, c'est bien aussi. Nous, lorsque nous parlons, nous ne nous adressons pas aux oreilles, qu'aux oreilles. Mais nous nous adressons à l'être humain dans sa plénitude, à travers tous ses pores. Les oreilles ne sont en réalité que de gros pores. La parole peut alors vous atteindre dans votre être, elle peut vous chatouiller, vous donner la chair de poule, vous procurer la joie, la tristesse, qu'en sais-je, vous blesser, sans que vous ayez besoin de soigner vos oreilles. La bonne parole donc, c'est celle que vous habitez, et donc qui vous permet de diffuser les ondes émotionnelles positives autour de vous, pour qu'elles soient, pour qu'elles puissent devenir l'habitation de votre auditeur. J'aime bien Francis Cabrel quand il dit « Les mots qu'on reçoit, c'est comme les parfums qu'on respire ». C'est très vrai. Chez nous, on croirait qu'il vient de l'univers de la parole. Donc parlons donc du bonheur choisi et de quelques pistes. Là, comme j'ai l'habitude de le faire pour cacher ma timidité et mon trac, je me cache toujours derrière des auteurs qui sont brillants, je crois. Un certain Deepak Chopra d'Inde nous dit « On devient ce que l'on voit ». Et donc je me suis dit, si tel est le cas, je vais apprendre à regarder et à voir. Et c'est un franco-sénégalais, mais pourtant qui est le chef de l'école prospective française, Gaston Berger, qui nous apprend dans l'attitude prospective comment regarder. Il nous dit il faut apprendre à regarder loin, large et profond à la fois, prendre des risques et toujours penser à l'homme. Ce sont vos 5 doigts de la main. Regarder loin, large, profond, prendre des risques et penser à l'homme. Si on doit l'appliquer au bonheur, la question est toute trouvée. Bonheur choisi ou non? On a au moins le droit de rêver, comme Gaston Bachelard, en disant on a le droit de rêver, rêvons. Mais de quel rêve? C'est Gibran qui nous informe dans une belle parabole d'un sage de son village qui avait la sagesse d'interpréter les rêves. Et on le présenta à un passant qui lui dit « Ah, ça tombe bien, monsieur le sage, puisque vous avez la sagesse d'interpréter les rêves, je vous raconte le mien. J'ai vu hier en songe. » Il dit « Ah, stop, 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 c'est pas la peine de continuer. Je n'interprète pas les rêves des humains en état de sommeil. Je n'interprète que leurs rêves lorsqu'ils sont en état de veille. Donc, nous allons rêver en étant éveillés. Mais d'emblée, je vous avertis, ne pas choisir son bonheur ne signifie pas pour autant être malheureux. Parce qu'autrement, ce serait très, très grave. Vous n'avez pas choisi, donc vous êtes dans le malheur. Ce n'est pas le cas. Mais je penserais, comme ce professeur ou cette professeure australienne qui nous dit qu'aujourd'hui, en apprenant la psychologie positive, on pourrait penser créer une véritable école du bonheur. Pourquoi pas? Et les sciences de la génétique d'aujourd'hui nous apprennent. Je ne sais pas quel est le niveau de certitude de ces conclusions, mais il paraîtrait que 50% de notre capacité au bonheur est déterminée par notre niveau naturel de bonheur. Et nous devons l'accepter. Donc on vient tous avec quelques gènes. Mais au moins, il y a quelque chose de rassurant. Et ceux qui nous ont offert la nourriture sauvage pourront en attester. Il paraît que les gènes peuvent être modifiés par notre alimentation et notre environnement. C'est extraordinaire. 10% est lié aux circonstances de notre vie.
Donc il ne faut pas en tenir compte. Et 40% dépendent de nous. Donc la volonté a sa place. Et c'est pourquoi Jacques Le Sceau disait que l'avenir est le fruit du hasard, de la nécessité et de la volonté. Donc essayons d'assumer notre part du bonheur. Et c'est pour cela que je vous invite à prendre les 5 doigts de la main. Pour vous donner une petite recette sur la manière de choisir le bonheur. Et si ça ne dépendait que de toi, de moi, de vous. D'abord, être soi-même. Être soi-même face aux idées reçues sur le bonheur. Ne pas être manipulé. L'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Il n'y a pas de recette pour le bonheur. Le bonheur ne s'achète pas. Il arrive lorsqu'on ne le cherche pas. Il ne vient pas du succès. Paraître heureux, c'est aussi être heureux. Vacances de rêve ne signifie pas vie de rêve, vous le savez tous. Le bonheur, c'est comme un papillon. Quand vous le poursuivez, il ne se laisse jamais attraper. Mais si vous savez vous asseoir sans bouger, il viendra se poser sur votre épaule. Ce sont des idées reçues. Quelle que soit la situation, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous les retenez ou pas? Depuis les Grecs anciens, on nous a enseigné qu'il fallait se connaître. Connais-toi toi-même, n'est-ce pas? Mais Oscar Wilde nous l'a rappelé d'une façon encore beaucoup plus savoureuse. Il dit, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Et donc, on n'a qu'à essayer d'être nous-mêmes. Et quand on se réconcilie avec nous-mêmes, on commence à avoir le préalable au bonheur. On commence à être bon. C'est ce que encore Gibran, que j'invite à la clôture à 7, parce que vous l'entendrez encore, il nous dit ceci. Vous êtes bon lorsque vous ne faites qu'un avec vous-même. Sinon, vous n'êtes pas mauvais pour autant. Car si votre foyer est désuni, il n'est pas un repère de brigands, mais seulement un foyer désuni. Et votre navire sans gouvernail au milieu d'un champ d'écueils, peut-être à la merci du vent et des courants, sans qu'il sombre pour autant. Donc, voyez-vous, première règle, soyez vous-même. Deuxième règle, il faut être à l'écoute de soi, des autres et du monde. Tout à l'heure, on nous a parlé, à la dernière séance, de la joie. Le Dalai Lama nous le rappelle souvent, la joie est une puissance, cultivez-la. Bernanos, être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre, voilà le secret du bonheur. Aujourd'hui, nous avons en face de nous des défis majeurs à relever. Le marché des prothèses du bonheur se développe. Le marketing subliminal nous envahit et nous conditionne psychologiquement. On achète dans l'espoir d'être heureux des choses futiles qui ne nous servent quasiment à rien. La révolution numérique est là, en train de porter atteinte à nos vies privées au quotidien. On est tous suivis, filmés, conditionnés, sans le vouloir. Être à l'écoute de soi, des autres et du monde, c'est juste une manière de repenser notre éthique. La dignité, l'humanité, la liberté, l'égalité des chances, la bienveillance, la bonté, la joie, la fraternité, l'équité, le respect, la recherche du bonheur. Et tous ces éléments-là ont été étudiés, passés en revue durant ces 3 jours à 7. C'est le deuxième doigt. Le troisième doigt, il nous faut nous tous écrire, chacun en ce qui le concerne, chacune, son histoire heureuse. Vous savez, depuis Shakespeare, lui qui nous enseignait que le monde entier est un théâtre où les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Un homme dans sa vie peut jouer par contre plusieurs rôles. Un jeune chercheur indien, Wasandora, nous rappelle que le bonheur, c'est l'histoire que nous racontons à nous-mêmes et dans laquelle nous refusons de nous considérer comme victimes. C'est à méditer. Nous avons autant de voies pour trouver le bonheur que de personnes différentes. Et Gibran l'a toujours rappelé. Il est 1001 chemins à prendre pour être bon. Mais il s'empresse d'ajouter,
vous n'êtes pas mauvais si vous ne prenez pas le bon. Donc c'est la manière dont nous racontons notre histoire qui va influer sur notre bonheur. Et donc tout dépend de notre attitude. Et quand vous faites de la prospective, comme c'était le cas aujourd'hui, vous avez 4 attitudes différentes que vous pouvez opter. Mais tout dépend de vous, de votre volonté. Soit vous attendez que le bonheur vous arrive. Attendez. Avec les idées reçues qui vous enseignent que le bonheur ne se trouve pas là où vous le cherchez. Donc attendez, il viendra. On a un quartier au Sénégal qui s'appelle Khar Yalla. Khar Yalla, ça signifie attendre Dieu. C'est les gens qui attendent Dieu. Ils peuvent attendre. Soit, deuxième cas de figure, vous n'attendez pas, mais vous imitez les autres que vous croyez heureux. Les comparaisons nous aident et nous rassurent. Montesquieu nous le disait, si on ne voulait qu'être heureux, ce serait bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que les autres. Et cela est presque toujours difficile, car nous croyons toujours les autres plus heureux que nous. L'herbe est plus verte chez le voisin, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous savons tous les limites de ce mimétisme. Spinoza, on a eu la Fabrique, qui nous enseigne, avant René Girard, le désir mimétique. En Afrique, un peu plus loin, au Burkina Faso, avec un penseur aujourd'hui disparu, Joseph Kizerbo, qui a toujours milité contre le prêt-à-penser. Méfiez-vous de tout cela. D'imiter les autres, ça ne sert à rien. Mais n'empêche, Gibran nous rappelle, vous êtes bon quand vous parlez avec un esprit en plein éveil. Pourtant, vous n'êtes pas mauvais quand vous marmonnez en plein sommeil. Et n'est-ce pas à force de balbutier que l'enfant finit par parler? Donc on ne se décourage pas. Soit vous vous dotez des prothèses du bonheur. Oui, mais vous savez que vos vêtements cachent une grande part de la beauté de votre corps, mais ne peuvent pas dissimuler ce qui n'est point beau. Donc attention aussi. Ou bien une autre formule qui serait de s'assumer, choisir sa voie, comme nous y invite Scott Peck, et avoir de l'audace pour être heureux. Et là, Gibran nous rappelle encore que vous êtes bon quand vous marchez d'un pas ferme vers un but que vous vous êtes fixé. Pourtant, vous n'êtes pas si mauvais si vous y allez en clochant du pied, car même ceux qui boitent ne marchent pas à reculons. L'important donc, c'est de dessiner le trajet et d'emprunter son chemin. Et même si notre corps n'atteint pas le terminus, nos yeux, puisque nous avons une vision, nos yeux l'auront vu. Donc voyez-vous, ça c'était notre 3e doigt. Le 4e doigt, c'est aujourd'hui tisser des liens en faveur du bonheur. Tisser des liens parce que tout dans la vie est complexe. Nous avons perdu les liens, la reliance, comme dirait Edgar Morin. Et là encore, essayons de les regarder en étage. Nous devons reconstruire le lien avec nous-mêmes, avec notre moi profond. Reconstruire le lien de fraternité, de coopération, de partenariat, sans oublier le lien d'émerveillement et de méditation avec la nature. Par rapport à notre moi profond, souvenons-nous que c'est de cette façon qu'on peut donner un sens à notre vie, une signification, une direction. J'aime bien Gibran et je vous prie de m'excuser de le citer beaucoup, parce que son texte est là, à disposition de tout le monde, mais on n'a pas le temps de le lire, c'est pourquoi je le partage avec vous. Il dit ceci: et en votre désir de quérir votre moi géant, réside le bien en vous, et ce désir vous habite tous. Mais chez certains, ce désir est un torrent qui, dévalant vers la mer, charrie les secrets des collines et les champs des forêts. Et chez d'autres, il n'est qu'un ruisselet nonchalant qui se perd en méandres et s'attarde à atteindre le rivage. Mais celui qui est ambitieux, comme les gens de l'OIB, ne disent pas à celui qui veut très peu: pourquoi es-tu si lent et t'arrêtes-tu si souvent? Car celui qui est véritablement bon ne demande pas à celui qui est sans habit: où sont tes vêtements? Ni à celui qui est sans abri: qu'est devenue ta maison? Le lien de fraternité et de coopération
N'oublions pas, et on l'a évoqué plusieurs fois, la place de la famille, avec les violences domestiques notamment. La place de la famille comme cellule de base dans la société. Mais pour cela, je voudrais rappeler qu'on parle ici de la famille humaine dans sa globalité. Yves Coppens, le paléontologue français, membre de l'équipe qui a découvert le fossile baptisé Lucie, c'est lui qui nous rappelle que nous avons une origine unique. Je le cite, « Nous sommes tous des Africains d'origine, nés il y a 3 millions d'années, et cela devrait nous inciter à la fraternité. » Et je crois que c'est le message aujourd'hui que l'on peut retenir entre autres de ces assises. Nous ouvrir à toute l'humanité et les regarder de la façon la plus égale possible, en plaçant toutes les vies, celles passées, d'aujourd'hui et celles à venir, en passant par les générations montantes. Et ne pas faire partie des gens qui consacrent les meilleures années de leur vie à essayer de gagner de l'argent, en sacrifiant la santé et les liens. Et plus tard, à leur retraite, s'ils y arrivent, dépenser tout l'argent pour recouvrer leur santé et les liens qu'ils avaient détruits. Troisième lien, c'est le lien d'émerveillement. D'émerveillement et de méditation avec la nature. Vous voyez aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas dit la même chose si on était ailleurs, dans une salle fermée, triste, avec que du béton. Mais aujourd'hui, au moins, on est dans cet endroit magnifique de la ville de Sète. N'est-ce pas, monsieur le maire? Et là, vous voyez, il appartient à l'humanité de retrouver ses sources. Il y a des sources qui sont restées, peut-être d'un point de vue économique et industriel, moins développées que d'autres, mais qui ont la chance d'avoir gardé aussi certains trésors de l'humanité. On les retrouve encore en Afrique, en Inde, en Chine, ailleurs, qui nous permettent de savoir que le bonheur social dérive d'une harmonie entre l'action humaine et l'univers. Et c'est ça ce qui peut faire vibrer en chacun de nous l'âme du monde. Vous voyez, j'en arrive au 5e doigt, qui aujourd'hui correspond à notre besoin de construire les bases d'un bonheur sociétal. Je le dessine à l'image d'un arbre de la vie, un arbre qui nous permet de renouveler le pacte d'humanité dans ses 3 grandes branches. Un pacte de stabilité, un pacte de sécurité et un pacte éthique, au cœur duquel, dans le tronc, on trouvera l'engagement sociétal. L'engagement sociétal qui nous permet, nous tous, de comprendre que le bonheur n'est pas seulement une quête individuelle. Il est aussi lié au respect de ses obligations et de ses responsabilités sociétales par les gouvernants. Il faut qu'on apprenne à placer le bonheur dans le système de gouvernance, que ce soit lorsqu'on élabore des visions prospectives, des politiques publiques, lorsqu'on élabore des lois. Carbonnier disait, maître, que les gens heureux n'ont pas besoin de droit. Donc il va falloir qu'on avance aussi avec beaucoup de prudence lorsqu'on manie l'outil juridique. Et peut-être cela peut nous permettre de développer une conception universelle du bonheur sociétal et qui soit fondée sur une symbolique commune qui serait notre éthique. Tout à l'heure, Jean-Gabriel Foucault, quand j'ai donné mon papier jaune, m'a gratifié de cette belle idée, en me disant « croire et croître ont la même racine. Une croyance est l'enveloppe protectrice d'une croissance possible. » Je pense qu'il a raison. C'est la raison pour laquelle, sur la base de nos doigts, de nos 5 doigts, c'est à nous, à présent, de jouer par rapport à notre bonheur, pour se fixer une direction et l'assumer. Mais tout dépendra de notre foi, là, ce à quoi on croit. Et là, je pense aux personnes qui peuvent vous décourager. Ça ne sert à rien de s'investir. Marcus Garvey leur répond, si tu n'as aucune foi en toi-même, tu es doublement vaincu dans la course de la vie. Avec la foi, tu as gagné avant même d'avoir commencé.